Je vais vous parler du tout début de l'algèbre linéaire, c'est-à-dire des systèmes d'équations du premier degré. Au début de notre ère, les Chinois ont pris une longueur d'avance sur tout le monde. Mais ils n'étaient pas les premiers à écrire des systèmes d'équations. Encore bien avant eux, il y avait les Mésopotamiens. Voici VAT 83-89. Il s'est écoulé plus de temps entre l'écriture de cette tablette et le début de notre ère qu'entre la naissance de Jésus-Christ et celle de Gauss. Chacun des 10 problèmes qu'elle expose est un système linéaire de 2 équations à 2 inconnus. Voici l'énoncé du premier problème dans la traduction de Jens Heurup. Il s'agit de 2 champs de céréales qui rapportent des sommes différentes par unité de surface. Le premier rapporte 4, tandis que le second rapporte 3. La troisième affirmation donne la différence entre les 2 revenus. La quatrième donne la surface totale des 2 parcelles. Une première difficulté est que les unités de mesure ne sont pas homogènes. Dans les 2 premières affirmations, l'unité de mesure de grain est le gour, alors que la différence des 2 redevances est donnée en sila, qui vaut un cinquième de gour. De même, l'unité de surface pour les rendements est le bourg, et la surface totale est donnée comme un demi-sar, ce qui fait un bourg. Bref, si on homogénéise les unités, on obtient la modélisation suivante. X est la surface de la première parcelle en bourg, 4x sa redevance. Y est la surface de la seconde parcelle, toujours en bourg, et 3y sa redevance. La différence des 2 redevances vaut 4x moins 3y égale 5 tiers de gour, tandis que l'empilement des 2 parcelles a pour surface totale x plus y égale à 1 bourg. À partir de cela, il est facile d'obtenir la solution, qui est x égale 2 tiers, y égale 1 tiers. Enfin, facile pour nous. Mais c'était loin d'être aussi simple pour les Babyloniens, qui ne disposaient pas de l'algèbre symbolique, même pas de la vision abstraite sous forme de nombres. Ils raisonnaient en termes géométriques, de lignes et de surfaces qu'ils empilaient pour l'addition ou bien qu'ils arrachaient pour la soustraction. Une fois posé le problème, le scribe se lance dans un raisonnement compliqué et plutôt difficile à suivre. Son idée est la suivante. Il commence par supposer que les 2 surfaces sont égales. Il obtient alors une différence de revenus qui n'est pas celle de l'énoncé. Il cherche alors quelle est la surface qu'il faut arracher à la seconde parcelle pour l'empiler sur la première. Peu importe les détails, ce qui compte, c'est le principe de raisonnement. Il consiste à poser a priori une solution, puis à examiner de combien cette solution est fausse pour corriger le tir ensuite. Cela s'appelle la règle de fausse position, et elle a été utilisée pour résoudre des équations depuis les Mésopotamiens et les Égyptiens jusqu'à la Renaissance européenne. La règle de simple fausse position est une sorte de règle de 3. Mettons que vous ayez une équation du premier degré à une inconnue à résoudre, à x égale b. Vous posez une valeur choisie de sorte que les calculs soient simples. Appelez-la x0. C'est une fausse position parce que ax0 ne vaut pas b, mais b0. Il ne vous reste plus qu'à ajuster le tir par une règle de 3. La double fausse position est une sorte d'interpolation linéaire. Vous posez x1, disons que le calcul vous donne une erreur par défaut de E1. Vous posez ensuite x2, disons que vous obtenez une erreur par excès, E2. Eh bien, vous allez retourner la moyenne de x1 et x2 affecter des poids E2 et E1. La seconde erreur affecte la première position et réciproquement. Le signe dépend du sens des erreurs. Il est positif si elles sont de sens opposé, négatif sinon.
Voici un exemple. Il est tiré du traité général des nombres et de la mesure de Tartaglia. Est-il besoin de rappeler que Tartaglia avait trouvé la solution des équations du troisième degré? Il savait donc résoudre des questions beaucoup plus compliquées. La traduction est d'un certain Guillaume Gosselin, originaire de Caen, en Normandie. Elle date de 1613, soit 10 ans après la mort de Viette. Voici le problème. 4 pommes et un denier valent 7 deniers moins une pomme. Combien vaut la pomme? Nous appellerions x le prix d'une pomme et nous écririons 4x plus 1 égale 7 moins x. Puis nous ferions passer moins x dans le membre de gauche, plus 1 dans le membre de droite, 5x égale 6, d'où le résultat. Mais non, manipuler des quantités abstraites, faire passer d'un membre à l'autre en changeant de signe, n'était pas encore passé dans les mœurs. On procède plutôt par essai et erreur. Feignons qu'elle vaille un denier. Ainsi 4 pommes et un denier feront 5 deniers, mais 7 deniers moins une pomme feront 6 deniers. Il faudrait donc que 5 deniers fussent égaux à 6 deniers, mais il manque un denier. Nous écrirons un denier qui est la position avec son erreur, qui est aussi un denier avec le signe moins. Waouh! L'exemple est accompagné d'une figure, que voici. La première position est écrite en haut à gauche, la première erreur en bas à gauche, et la lettre M pour moins rappelle que c'était une erreur par défaut. Ensuite, le texte dit « Puis nous ferons notre seconde position, et ferons que la pomme vaille 2 deniers. Et ainsi, 4 pommes et 1 denier feront 9 deniers, mais 7 deniers moins une pomme ne feront que 5 deniers, lesquels 9 deniers surpassent 5 deniers de 4 deniers. Nous écrirons 2 qui est notre position et son erreur qui est 4 avec le signe plus, en cette façon. La position 2 et l'erreur 4 sont à droite de la croix. Ensuite, on explique longuement qu'il faut faire le produit en croix 1 que multiplie 4 plus 2 que multiplie 1, le tout divisé par la somme des deux erreurs, 5. Dans la traduction de Gosselin, le chapitre sur la fausse position double ne compte pas moins de 47 pages, avec de nombreux exemples et des justifications plus ou moins alambiquées. Regardez le titre du chapitre. De la seconde règle ou espèce de El-Kataïm, dite communément règle de double position. Ce mot El-Kataïm évoque une origine arabe. La plupart des manuels du XVIe siècle reprennent la Summa Arithmetica de Luca Pacioli, elle-même directement inspirée du Liber Abaci de Fibonacci. On y trouve tout un chapitre sur la double fausse position et ses applications. Les diagrammes en croix y figurent déjà. Voici le début du chapitre. Le titre dit « Ici commence le chapitre 13 sur les règles El-Kataïm et comment grâce à elles presque toutes les questions de calcul sont résolues. » La première phrase est « Le El-Kataïm arabe » que l'on interprète en latin comme la règle des deux fausses positions, permet de trouver la solution à presque toutes les questions. L'expression arabe « Hisab al-Kataïm » correspond à « calcul des deux faussetés » ou des deux erreurs. La translittération de El-Kataïm a varié, y compris chez Fibonacci, qui utilise 4 formes différentes. Il se montre d'ailleurs un peu trop enthousiaste. Puisque c'est en fait une interpolation linéaire que l'on calcule, elle ne peut être exacte que sur les problèmes affines. Sur les problèmes de degré supérieur, elle fournit au mieux une approximation. La méthode est attestée chez les Arabes à partir du IXe siècle. Certains l'attribuent aux Indiens.
Le produit en croix est parfois présenté comme un centre de gravité et la méthode s'appelle alors opération avec les plateaux de la balance. Elle porte aussi le nom de augmentation et diminution, ce qui ressemble beaucoup à la dénomination chinoise, comme nous le verrons. Il est possible que la méthode ait été transmise aux Indiens par les Chinois, puis aux Arabes par les Indiens. Mais on n'en a pas la preuve. Il se pourrait aussi que la même méthode ait été redécouverte plusieurs fois. Dans tous les cas, il convient de s'interroger sur son succès et sa longévité, à comparer avec la difficulté qu'il y a eu à imposer le calcul littéral, qui nous paraît pourtant beaucoup plus simple et beaucoup plus général. Voici un problème classique des mathématiques chinoises. Deux candidats à une même promotion doivent être départagés et on demande l'arbitrage du sage Yang Sun. Yang Sun réfléchit et dit « Un des mérites principaux des employés subalternes est de calculer rapidement. Que les deux candidats écoutent ma question. Le premier qui donnera la bonne réponse obtiendra la promotion. » Le problème est le suivant. Quelqu'un marchant dans la forêt entendit des voleurs discutant du partage de rouleaux de tissu qu'ils avaient volés. Ils disaient que si chacun avait 6 rouleaux, il en resterait 5. Mais si chacun avait 7 rouleaux, il en manquerait 8. Combien de voleurs y avait-il et quel était le nombre total de rouleaux de tissu ? Vous pensez que si n est le nombre de voleurs, alors le nombre de rouleaux est 6n plus 5 par la première affirmation, 7n moins 8 par la seconde, vous en déduisez immédiatement qu'il y avait 13 voleurs puis qu'ils se partageaient 83 rouleaux. Ce n'est pas cela que Yang Sun attendait. Le problème posé est classique dans les mathématiques chinoises. Il remonte aux 9 chapitres sur les procédures mathématiques, ou 9 chapitres tout court. La première trace que l'on en ait est le commentaire de Liu Wei, daté de 263 après Jésus-Christ. Sur Liu Wei lui-même, on ne sait pas grand-chose. Ce portrait est imaginaire. Dans sa préface, Liu Wei ne laisse aucun doute sur l'ancienneté de l'ouvrage. Voici ce qu'il dit. C'est seulement quand le duc de Zhou établit les rites que l'on sait que les 9 parties des mathématiques existaient, c'est-à-dire au XIe siècle avant notre ère. C'est le développement de ces 9 parties des mathématiques qui donna les 9 chapitres. Autrefois, le cruel Qi Shi Huang brûla les livres. Les procédures du classique furent dispersées et endommagées. Après cette période, le marquis de Beiping, Zhang Kang, et le secrétaire adjoint du palais au chambellan du Trésor national, Gang Shushang, de la dynastie Han, acquirent tous deux une réputation universelle pour leur excellence en mathématiques. Sur la base de fragments de vieux textes qui avaient survécu, Zhang Kang et d'autres effectuèrent respectivement un travail d'élagage et de complétion. C'est pourquoi, quand on examine ces sections, par endroits, elles diffèrent des anciennes, et ce qui y est discuté l'est pour beaucoup en termes modernes. Qin Shi Huang est le premier empereur de l'histoire de la Chine. C'est lui qui a fait construire l'armée de terre cuite pour son mausolée. C'est lui aussi qui a ordonné la destruction des livres, parmi lesquels les 9 chapitres. D'après Liu Wei, le livre aurait été reconstitué entre le 1er siècle avant notre ère et le 1er siècle après. Il affirme de plus qu'il l'a étudié étant enfant. Voici les titres de ces fameux 9 chapitres, avec un résumé de leur contenu. Ce serait un contresens d'y chercher des mathématiques à la grecque.
c'est plutôt une description de méthodes algorithmiques appliquées à de nombreux cas pratiques. Cela n'empêche pas Liu Wei de donner des justifications rigoureuses à ces algorithmes, mais pas sous forme de propositions suivies de démonstrations. Les deux chapitres qui nous intéressent dans cette histoire sont le 7e et le 8e. Le 7e, excédent et déficit, porte entièrement sur la règle de fausse position. Le 8e, sur la résolution des systèmes linéaires. Il se trouve qu'une bonne partie des problèmes donnés dans le chapitre 7 peuvent être vus comme des systèmes de deux équations à deux inconnus. En voici des exemples. Les 6 premiers sont des achats en commun qui ressemblent aux problèmes des voleurs et des rouleaux de tissu. Par exemple, supposons que l'on ait un achat en commun de poulet et que, si chacun paye 9, il y ait 11 d'excédent. Si chacun paye 6, il y ait 16 de déficit. On demande combien valent respectivement la quantité de personnes et le prix des poulets. Il y a ensuite des problèmes de mélange, comme celui-ci. Supposons que un doux de vin de bonne qualité vaille 50 sapèques et que un doux de vin de mauvaise qualité vaille 10 sapèques. Et supposons qu'avec 30 sapèques, on obtienne 2 doux de vin. On demande combien on obtient respectivement de vin de bonne qualité et de vin de mauvaise qualité. Le problème de mélange de vin a un écho dans les arithmétiques de Diophante. Curieusement, c'est le seul problème chez Diophante qui ne soit pas présenté sous forme abstraite. S'embarquant avec des compagnons qui l'ont chargé de se rendre utile, quelqu'un a mélangé des conches de vin. Un conge, c'est à peu près 3 litres et quart. Les uns à 8 drachmes, les autres à 5 drachmes. Pour le tout, il a payé un nombre carré qui, augmenté du nombre d'unités qui te sera prescrit, fera que tu auras un autre carré ayant pour racine le nombre total des conges. Distingue donc combien il y en avait à 8 drachmes et, dis aussi mon enfant, combien il y en avait à 5 drachmes. Voici un problème d'échange de poids. Supposons que l'on ait 9 tiges d'or jaune et 11 tiges d'argent blanc qui, à la pesée, ont des poids tout juste égaux. Si l'on échange entre elles une de leurs tiges, l'or devient plus léger de 13 liang. On demande combien pèsent respectivement une tige d'or et une tige d'argent. Un autre problème d'échange de poids, repris dans de nombreux livres de récréation, est attribué à Euclide par l'anthologie grecque. Une mule et une ânesse allaient de compagnie, portant du blé. L'ânesse gémissait sous le poids de sa charge. La mule, l'entendant gémir, « Mère, lui dit-elle, pourquoi te lamentes-tu ainsi comme une jeune fille ? Si tu me donnais un de tes sacs, ma charge serait double de la tienne. Et si tu en prenais un en échange, nous aurions chacun un poids égal. Dis-moi le nombre des sacs, ô toi qui es passé maître en mathématiques. Dites voir au fait, vous qui êtes passé maître en mathématiques, vous voulez savoir comment s'est terminé l'arbitrage de Yang Sun ? Le problème fut apporté par un autre employé subalterne et Yang Sun demanda aux 2 candidats de le résoudre avec des baguettes à calculer sur les marches en pierre de la salle. En peu de temps, l'un d'eux obtint la bonne réponse. On lui donna la promotion et les officiels se dispersèrent, n'ayant aucune plainte à émettre sur cette décision. Et oui, avant l'invention du boulier,
Les calculs pouvaient se faire par terre, sur des dalles ou bien sur une feuille de papier sur laquelle étaient tracés de gros carreaux. Pour calculer, on utilisait des baguettes que l'on plaçait dans des cases. Ici, une baguette seule représente 1. On place les baguettes parallèles jusqu'à 5, avec une baguette transversale à partir de 5. Dans la case à gauche de 1, c'est le chiffre 7 qui figure. Les baguettes à compter que vous voyez ici sont à peu près contemporaines des 9 chapitres. Est apparue alors une innovation qui au départ n'est qu'une astuce technique. Les baguettes sont de 2 couleurs différentes. Il y a les rouges et il y a les noirs. Les rouges servent à écrire des quantités positives. Les noirs, des quantités négatives. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une avancée majeure, la première apparition des nombres négatifs. Ils vont mettre des siècles à être acceptés et compris. À propos de ce qu'il appelle la procédure du positif et du négatif, Liu Wei écrit « Si 2 sortes de nombres représentés par des baguettes, ce que l'on acquiert et ce que l'on perd, sont opposés l'une à l'autre, il faut se servir de positif et négatif pour les nommer. Les nombres représentés par des baguettes rouges sont positifs, les nombres représentés par des baguettes noires sont négatifs. Sinon, on les différencie en recourant à l'opposition oblique-droit. L'innovation des 2 couleurs apparaît dans le 8e des 9 chapitres dont vous voyez ici le début. Pour vous en faciliter la lecture, j'ai encadré les occurrences du chiffre 3. Ça ne suffit toujours pas? Bon, tant pis. Alors voici la traduction de Karin Shemla et Shushun Guo. Fangsheng signifie chercher les normes des choses en les assemblant côte à côte. Le sous-titre est pour traiter ce qui est mélangé ainsi que le positif et le négatif. Comme les autres chapitres, celui-ci commence par un problème concret. Il porte sur 3 inconnus qui sont les productions de millets de qualité supérieure, moyenne et inférieure. On donne 3 équations entre ces 3 inconnus et on demande combien produisent respectivement un Bing de millets de qualité supérieure, de qualité moyenne, de qualité inférieure. Si on note X, Y, Z, les productions respectives du millet de qualité supérieure, moyenne, inférieure, le système s'écrit, pour nous, comme vous le voyez. Pour appliquer la méthode du pivot de Gauss, vous n'avez pas besoin des inconnus. Vous pouvez aussi bien l'appliquer sur le tableau de nombres à droite. Comme l'explique Liu Wei, les Chinois mettaient sur une même ligne ce qui relevait d'une même inconnue. Ils formaient ensuite les colonnes qui correspondaient à chaque équation. La première équation correspond à la colonne de droite. L'écriture est celle que vous voyez en bas. Sur une table à compter, le problème devait donc ressembler à ce qui figure en bas à droite, avec des baguettes rouges, puisque les quantités sont positives pour l'instant. Admirez au passage l'astuce pédagogique. La ligne du haut correspond au millet de qualité supérieure, la suivante au millet de qualité moyenne, la ligne du bas au millet de qualité inférieure. Quant à la procédure de résolution, c'est exactement celle que vous connaissez. Liu Wei la résume superbement. Si de la procédure on retient essentiellement le point clé, c'est qu'il faut éliminer la tête des colonnes, c'est-à-dire faire apparaître des zéros. Pour ce qui est des autres positions, il n'y a pas à se demander quel est leur nombre, et par conséquent qu'on les fasse parfois se soustraire l'une de l'autre, et parfois se sommer l'une à l'autre. Le principe est unique,
qu'ils soient de même nom ou de noms différents. La procédure d'homogénéisation et d'égalisation est capitale. Multiplier pour les désagréger, simplifier pour les réunir, homogénéiser, égaliser pour les faire communiquer, ce sont les points clés de ces procédures de calcul. Ce que Liu Wei entend par homogénéiser et égaliser pour faire communiquer, c'est multiplier de manière à ce que les coefficients les plus hauts s'égalisent, puis soustraire les colonnes pour annuler ces coefficients. Voici les premières étapes à partir du système initial. J'ai remplacé les baguettes par des chiffres, vous ne m'en voulez pas trop ? Sur la dernière expression, vous lisez dans la première colonne que la production du millet de qualité inférieure est de 11 quarts, soit 2, et 3 quarts, et c'est bien la réponse annoncée par Liu Wei. Ce qui est étonnant, voyez-vous, c'est que cette manière de résoudre les systèmes linéaires sur des tables à compter, inventée donc en Chine vers le début de notre ère, n'est pas donnée plus tôt naissance aux matrices et aux déterminants. Et encore, cela n'a pas eu lieu en Chine, mais au Japon. Pendant très longtemps, l'éducation mathématique au Japon s'est basée sur les classiques chinois, et en particulier sur les 9 chapitres. Jusqu'à ce que, sous l'ère Edo, se développe une culture propre. Le grand nom des mathématiques japonaises de ce temps-là est Seki Takakazu ou Seki Kowa. Il est né quelques mois avant Newton et il a décrit le développement des déterminants pratiquement en même temps que Leibniz. Donc finalement, écrire un manuel d'algèbre linéaire sous forme de manga, c'était plutôt approprié, vous ne trouvez pas ? Comment vous dites ? Vous voulez savoir pourquoi l'algorithme s'appelle pivot de Gauss alors qu'il a été inventé 2000 ans avant Gauss ? C'est juste comme d'habitude, que voulez-vous que je vous dise ? D'ailleurs, en japonais, il s'appelle Akidashihu, ce qui signifie en gros méthode du coup de balai, sous-entendu pour se débarrasser des inconnus. Bon, après tout, je suis un inconnu pour vous. Allez, je vais passer un coup de balai, je vous raconterai la suite plus tard.